Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mardi 8 juin 2021. Vous regardez À l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Bienvenue au sommaire. Un meeting avec des centaines de faux militants. C'est l'enquête de Mediapart sur le meeting de Valérie Pécresse à Brive-la-Gaillarde le 31 août 2019. On en parle avec Antoine Rouget et Ilyes Ramdani de la rédaction. Salut à tous les deux. Notre invité est le député du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont. Il a 33 ans, il est républicain et il va peut-être nous expliquer où va son parti. On a du mal à comprendre entre tentation macroniste et attraction pour le RN. La répression contre les opposants politiques en Égypte. Parmi eux, l'activiste des droits de l'homme Rami Shahat. Ce soir, dans À l'air libre, le combat de son épouse que Mathieu Magnodex a rencontré. C'était un moment politique important pour Valérie Pécresse il y a 2 ans à Brive-la-Gaillarde le 31 août 2019. Ce jour-là, elle donne un meeting pour la rentrée de son mouvement Libre, peu de temps après avoir quitté les Républicains. Antoine, Ilyes, vous avez enquêté sur les coulisses, la vraie histoire de ce meeting avec Sébastien Bourdon. Pour cet événement, l'enjeu, c'était le nombre. On a retrouvé des archives. Quel bonheur! Quel bonheur de nous retrouver ici, 2 fois plus nombreux que l'année dernière, venus de toute la France, de métropole comme d'outre-mer. Il fallait que la photo soit belle, et le storytelling millimétré. Valérie Pécresse en rassembleuse du peuple de droite. On est de plus en plus nombreux. Donc là, vous êtes 1500. Si aujourd'hui vous cherchez des militants de droite, c'est ici que ça se passe. Vous voyez bien que ça change par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude. Ça change parce que c'est toute la France qui est représentée ici. Eh bien, vous voyez bien que Valérie Pécresse arrive à rassembler. Donc 1500 militants venus de toute la France, pendant qu'au même moment, à la Baule, les Républicains étaient péniblement à 400. Succès donc, sauf que cette version, Antoine, c'est pas la bonne. Oui, on s'en est rendu compte au fil de notre enquête. En fait, ce meeting est complètement fantoche. C'est-à-dire qu'on avance le chiffre de 1500 personnes. Tu l'as bien dit, en plus, c'était fondamental ce jour-là d'être plus nombreux. Valérie Pécresse venait de quitter les Républicains et il fallait absolument montrer qu'elle avait des centaines de militants et militantes qui étaient prêts quand même à aller jusqu'à Brive. C'est pas la porte à côté, surtout quand on vient d'Île-de-France. Et donc, elle a mis en place avec ses équipes un vrai système pour drainer et pour rameuter des centaines de faux militants qui sont des membres d'associations communautaires d'Île-de-France qui ont été conviés à parfois venir passer une journée à la campagne gratuitement, tout frais payé. On leur a payé le déplacement, le déjeuner, etc. Et donc, un train a été affrété spécialement. Rendez-vous, gare d'Austerlitz à 6h38 le samedi 31 août 2019. Donc il fait beau, voilà, on promet d'aller passer une journée à la campagne, aller-retour dans la journée. Et les personnes donc arrivent sur le quai de la gare d'Austerlitz. Il y a un train qui est spécialement affrété ce jour-là et les associations rentrent wagon par wagon et il y a même des centaines de personnes qui restent sur le quai parce qu'il n'y a plus de place dans le train parce qu'on a diffusé l'information tellement largement que voilà, l'enjeu c'était vraiment de remplir le train et puis on verra ensuite s'il y avait suffisamment de place ou pas. Alors ensuite, donc, vous avez contacté ces supposés militants qui n'en sont pas. On écoute ce qu'ils vous ont répondu. J'ai jamais soutenu Valérie Pécresse. Qu'est-ce qui vous fait dire que j'ai... De ce que j'ai vu, c'était plus une sortie de groupe, histoire de s'aérer. Vous êtes un soutien de Madame Valérie Pécresse ? Non. Et c'était très très coloré dans le train. Chaque wagon, on avait l'impression d'être dans un continent différent. Donc franchement, j'étais dans le wagon, j'étais choqué. Je me dis, mais attends, je suis où ? Là, je rentre, c'était l'ONU, le truc. Il y avait que des Chinois, après que des Africains, que des Antillais, plein de Maghrébins. Alors, ces personnes sont des membres d'associations qui sont basées en Île-de-France. Quels sont les liens entre ces associations et la région ? Donc, il y a un personnage central dans l'organisation du meeting. On l'a vu tout à l'heure à l'écran, qui est Patrick Caram, vice-président de la région Île-de-France. Il est en charge notamment du portefeuille des associations et des subventions. Donc c'est quelqu'un de très puissant, qui a un réseau associatif bien avant la région Île-de-France, depuis des décennies. Et donc c'est lui vraiment l'acteur principal de l'organisation du meeting. Et c'est lui qui va promettre à Valérie Pécresse de ramener des centaines de sympathisants ou faux militants à son meeting. Donc il est passé par des associations
l'association communautaire d'Île-de-France. On a le parti panafricain, par exemple, qui est, voilà, on ignorait jusqu'au meeting de Brive-la-Gaillarde qu'il y avait une alliance objective entre Valérie Pécresse et les idées du parti panafricain. On a aussi l'Union des Serbes de France, par exemple. Et dans ce cas précis, c'est assez intéressant, on l'a vu aussi pour d'autres associations, c'est que l'Union des Serbes de France, elle est financée et subventionnée avec de l'argent public par la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, dont Patrick Karam est le vice-président. L'Union des Serbes de France n'avait pas de subvention de la région Île-de-France avant l'élection de Valérie Pécresse. Et en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, cette association touche 15 000 euros par an de la région. Et ensuite, donc, le président de l'Union des Serbes de France mobilise plusieurs de ses militants pour aller à Brive-la-Gaillarde. Et d'ailleurs, on voit que le mélange des genres est absolu, y compris dans sa tête, parce que il y a un post Facebook du jour où on voit que l'Union des Serbes de France présente son déplacement comme un partenariat entre l'association et la région, ce qui n'a évidemment rien à voir avec Libre. Et donc, dans l'enquête qu'on peut lire sur Mediapart, les associations qui ont des subventions et qui avaient une présence à ce meeting sont détaillées. Je vous invite à aller la lire. Alors, on est allé poser nos questions sur ces faux militants à Valérie Pécresse lors d'un déplacement de campagne en Essonne vendredi. Valérie Pécresse, une petite question au sujet de... Vous vous souvenez, votre meeting de Brive-la-Gaillarde pour lancer Libre, c'était un meeting le 31 août 2019. Il y avait 1500 personnes, vous étiez même assez fiers dans votre équipe. Ouais, 2000. Comment vous expliquez qu'il y a eu des centaines de personnes qui venaient sans savoir qu'elles venaient vous voir ? Écoutez, aujourd'hui, on est à 2 semaines du scrutin. Alors, les manipulations politiques et les histoires qui sont exhumées du passé, franchement, c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pas il y a si longtemps, et puis surtout, c'est une question de clientélisme qui se pose. Merci, mademoiselle. Vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi de dire qu'il y a des gens qui savaient pas qui venaient vous voir, Valérie Pécresse ? Bonjour, monsieur. On fait pas 500 km quand on sait pas où on va. Vous saviez qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient venues sans savoir qui venaient vous voir ? Mais bien sûr que non, franchement. Enfin, on les a eu au téléphone, Madame Pécresse ? Qui prend le train, fait 5 heures de train pour aller quelque part sans savoir où ils vont? Franchement, je savais qu'ils allaient à Brive-la-Gaillarde, mais pas vous voir. Cette polémique est juste totalement stérile. Et elle serait plus crédible, vous voyez, cette polémique, si elle n'était pas générée à 15 jours d'une élection, franchement. Mais la question du clientélisme, vous en avez fait un axe de campagne, Madame Pécresse ? Il n'y a aucun lien entre la région et ma formation politique, absolument aucun. Ilyes, Valérie Pécresse nous dit que c'est n'importe quoi tout ça. Une réaction? Forcément, politiquement, c'est un peu explosif pour Valérie Pécresse, parce que le clientélisme, c'est un des reproches principaux qu'elle faisait à la gauche au moment de la campagne de 2015, et depuis d'ailleurs son élection, elle le répète souvent, elle aurait mis fin au clientélisme. Donc en fait, les révélations qu'on fait, ça vient contrecarrer complètement ce discours de lutte contre le clientélisme, et en plus contre une forme de communautarisme avec des associations communautaires d'Île-de-France. Donc c'est pour ça qu'il y a cet embarras de Valérie Pécresse. Oui, c'est aussi un de ces axes politiques de dire on lutte contre le communautarisme en République. Exactement. Est-ce que Libre et Patrick Karam ont répondu à vos questions? Oui, bien sûr, on les a sollicités comme absolument tous les acteurs. On a passé des dizaines de coups de fil. Ouais. Et donc oui, c'est qu'un extrait ce qu'on voit là. Tout à fait. Donc on a eu Patrick Karam et Libre. On a des échanges écrits avec eux. Et donc la position est absolument identique à celle de Valérie Pécresse. C'est de dire que c'est totalement étanche. Et on voit bien qu'il y a un enjeu de communication très fort là-dessus, mais les personnes qui disent que c'était brouillé et pas étanche, ce ne sont pas nous en fait, ce sont les faux militants. Eux-mêmes, les paroles sont très claires dans l'article. Est-ce qu'il y a eu des réactions politiques à ces informations? Il y a eu des réactions, donc non seulement de Valérie Pécresse, on l'a vu, et de ses proches, mais aussi de l'opposition au Conseil régional. On est dans un contexte de campagne régionale, donc c'est pas très étonnant. Et l'opposition qui a dénoncé, qui dénonce régulièrement la gestion des deniers publics, de l'argent public de Valérie Pécresse. Et là, ça a été le cas des socialistes, des communistes et des candidats aussi écologistes. Je crois qu'il y a un enjeu aussi, moi, dans l'entourage de Valérie Pécresse depuis dimanche, qui est vraiment que cette affaire en fait n'explose pas plus en fait. On a vu, il y a eu beaucoup de sujets d'actualité aussi depuis dimanche, et donc l'enjeu vraiment là, c'est de laisser le sujet un peu refroidir. Il y a un contexte électoral extrêmement important, pour une échéance extrêmement importante pour elle, et on sait que ce genre d'affaire peut provoquer des dégâts absolument immenses. Il y a un précédent qui était sous
Michel Rocard, son ministre du Tourisme qui était Olivier Stiernes et qui a dû démissionner. Il a fini par démissionner du gouvernement parce qu'il avait, lui, rémunéré des faux militants dans des colloques, en les faisant passer pour des sympathisants. Donc il y a cette volonté très claire dans l'entourage de Valérie Pécresse que cette affaire reste sous les radars pour l'instant. Merci Antion. Ilias, tu restes avec moi. On va justement demander à notre invité ce qu'il en pense. Il s'appelle Pierre-Henri Dumont, il a 33 ans, il est député Les Républicains du Pas-de-Calais. On l'accueille. Bonsoir Pierre-Henri Dumont, bienvenue. On est ravis de vous accueillir sur le plateau d'Alerte Libre parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser sur l'avenir de la droite. Avec moi donc en plateau Ilias Ramdani qui suit votre famille politique pour Mediapart. D'abord une réaction, vous avez vu ça en coulisses à ce meeting pour lequel des centaines de personnes ont été, je dirais, rameutées pour gonfler les rangs. C'est pas étonnant, enfin je veux dire à chaque meeting, une formation politique, en campagne encore plus. Il y a des cars qui sont affrétés, des trains qui sont affrétés. Voilà, je rejoins ce qui a été dit par Valérie Pécresse et les personnes qui l'entourent. Honnêtement, croire que des personnes vont aller passer une après-midi à Brive sans savoir où elles vont, et avec, j'ai pu voir également dans votre enquête, les panneaux d'affichage à l'entrée de la gare, qui doit être la gare d'Austerlitz, si je ne dis pas de bêtises, où c'était marqué « Soyons libres, Brive ». Personne n'a été dupé, c'est pas comme s'ils avaient dit vous allez aller à un endroit et vous allez vous rendre compte que vous allez faire une sortie à la plage. Voilà. Donc, non, mais la réalité c'est que personne n'a été forcé d'aller dans ce meeting et une fois de plus, dans toutes les formations politiques, pour avoir des belles images à la télévision, vous avez des bus, des trains, des covoiturages qui sont mis en place. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas grand monde qui suit Valérie Pécresse, si je vous suis bien ? La réalité, c'est que si des efforts de mobilisation ne sont pas faits dans l'ensemble des meetings, toutes parties confondues, vous avez des meetings avec beaucoup moins de monde. Enfin, c'est évident, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est pas gênant que des gens qui font partie d'associations basées en Île-de-France, qui reçoivent des subventions de la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, se retrouvent amenés à un meeting pour son mouvement ? Est-ce que là, il n'y a pas un mélange des gens et un clientélisme qu'elle-même dénonçait jusque-là ? Écoutez, moi, je ne suis pas élu d'Île-de-France, je suis élu du Pas-de-Calais. Vous avez un point de vue, vous êtes député et en plus vous êtes chargé de la rénovation. Les bonnes pratiques, je pense que c'est la bonne personne qui s'adresse. Non, mais la réalité, c'est que vous prenez dans chaque campagne, vous avez, par exemple, moi je suis candidat au cantonal, mon adversaire socialiste, mais le mot de soutien, alors qu'il est maire de sa ville, du président du club de tel sport de sa ville. Bon, où se trouve le clientélisme, la frontière entre le clientélisme et le non-clientélisme. Donc la réalité, c'est qu'il y a des gens qui travaillent ensemble, que oui, quand on travaille ensemble, on connaît mieux les personnes et que du coup, on est plus amené à travailler avec elles, à les suivre dans les engagements politiques. De dire qu'il y a du clientélisme et du communautarisme, comme j'ai cru l'entendre dire dans votre bouche, je ne crois pas. Bon, tout ça n'est pas grave. Donc c'est pas grave, c'est qu'il faudra regarder, enquêter, et puis s'il y a matière à la justice de s'en saisir, ils s'en saisiront, mais une fois plus, le temps aujourd'hui, c'est le temps de la campagne. Il reste 2 semaines avant le premier tour, donc on comprend bien aussi qu'il y a un timing qui ça a été dit, repris par les oppositions. Pour des gens et pour leur intégrité en politique. Je pense que Valérie Pécresse a démontré depuis maintenant 6 ans à la tête de la région Île-de-France qu'elle était parfaitement intègre, qu'elle a reçu redresser les finances de cette région, offrir plus de services publics aux habitants de la région d'Île-de-France et que les personnes qui l'entourent dans les villes s'ils sont maires, en tant que vice-présidents ou conseillers régionaux, luttent pied à pied avec le communautarisme. Alors, vous qui êtes secrétaire général adjoint à la jeunesse et à la rénovation de votre parti, vous vous dites quoi en voyant la galerie de portraits de la délinquance en col blanc de votre parti? Liste non exhaustive, les époux Balkany, blanchiment de fraude fiscale, Claude Guéant, détournement de fonds publics, Jacques Chirac et Alain Juppé, emploi fictif à la mairie de Paris, Philippe Léotard, l'affaire Karachi, Nicolas Sarkozy, une première fois en première instance dans l'affaire Bismuth, condamné, sans parler de l'affaire Big Malion, pour laquelle il va aller au tribunal la semaine prochaine, et l'affaire libyenne dans laquelle il est mis en examen 4 fois et reste, bien sûr, présumé innocent. La rénovation, c'est d'abord celle des pratiques politiques. Oui, mais c'est autre temps, autre mœurs. Vous savez, est-ce que vous vous dites... Mais il n'y a pas qu'à droite. Enfin, non, il n'y a pas qu'à droite. D'ailleurs, Mediapart a largement enquêté sur la gauche, donc ça, tous les partis politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite sont confrontés à des procès, sont confrontés, pour certains de leurs cadres, à des condamnations, et que la justice condamne des personnes qui ont fauté, c'est parfaitement logique, quand vous voyez normal ça, vous n'êtes pas un peu déçu, vous ne dites pas, je suis dans une famille politique dans laquelle il y a quand même un peu de ménage à faire. J'ai 33 ans. Vous me présentez des personnes que, à part Nicolas Sarkozy, je n'ai jamais rencontrées. Est-ce que vous déçoit Nicolas Sarkozy ? Non, il n'a jamais été condamné en dernière instance, à ce que je sache. Donc il est encore innocent. Il y a une présomption d'innocence, parce qu'il y a eu appel, et donc il est aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, innocent.
Voilà. Sur le reste, la réalité, c'est que c'est un ancien monde politique. Vous avez bien vu que le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, vous qui suivez la droite à l'Assemblée en général, a été profondément renouvelé. Nous avons plus de 50% de nouveaux députés, nous avons des jeunes députés, nous avons des jeunes maires, nous avons des jeunes sénateurs également. Et tout cela mis bout à bout fait qu'en effet, on est en train de rénover profondément et on est en train de tourner une page qui est celle d'autres méthodes, qui étaient celles de l'ensemble de la classe politique française, de la gauche à la droite, en passant par le centre et les extrêmes, et autre temps, autre mœurs, et que la justice passe quand il y a eu des fautes qui ont été commises, c'est parfaitement normal. Ilyes. Un mot sur l'ambiance de la société qu'on raconte un peu tous les soirs dans L'air libre et sur Mediapart. On a vu là, encore aujourd'hui, par exemple, un militant qui, sur les, comment dire, avec un slogan royaliste, gifle le président de la République. On a vu la vidéo là, de youtubeur d'extrême droite qui explique comment tuer concrètement un électeur de gauche. Comment vous estimez, comment vous qualifiez l'ambiance actuelle ? Il y a une ambiance assez délétère. L'ensemble des élus locaux vous le diront. Moi, j'ai été maire, j'étais conseiller départemental, je suis toujours conseiller municipal, et je peux vous dire que parfois on ressent cette animosité parce qu'il y a aussi un manque de confiance dans le politique. Et le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est de tenir ses promesses. La réalité, c'est que, et ça vient aussi en lien avec la question de la rénovation de la droite, et c'est que je pense que les partis politiques doivent promettre moins et mieux, faire en sorte de tenir les promesses et de faire en sorte que, au final, ce qui est dit lors d'une campagne sera réalisé ensuite. Et si vous voyez des taux d'approbation, par exemple de Xavier Bertrand, dans la région des Hauts-de-France, à 70% d'approbation, ce ne sont pas des opinions de vote, mais ce sont des taux d'approbation de l'action, il n'y a pas 70% de personnes qui sont de droite dans la région des Hauts-de-France. Mais l'action est reconnue. Et je pense que quand on réussit à tenir ses promesses en étant très simple, très clair, on peut lutter contre ce climat de violence. Cela dit, ça ne veut pas tout dire. Il y a aussi des propos qui sont tenus, qui ont été tenus lors de ce quinquennat, qui sont des propos extrêmement violents de la part de responsables politiques. Moi, je me souviens de manifestations où on avait une sénatrice comme Esther Benbassa, où on avait une députée comme Clémentine Autain, qui mimait un tabassage d'Emmanuel Macron devant l'Assemblée nationale avec une poupée à son effigie. Voilà, tout ça, c'est pas les seuls. Je ne tape pas que sur la France insoumise. Il y a eu des propos extrêmement durs contre, non pas la politique menée, mais contre la personne même du président de la République. Et tout ça mène avec en plus le brouillage de la vie politique, des clivages politiques entre la gauche, la droite, le centre, les extrêmes, à une volonté chez certains de passer à une action violente en démocratie, alors que la violence ne peut jamais s'expliquer et s'exprimer en démocratie. C'est toujours le bulletin de vote qui doit faire changer les politiques menées. Alors justement, sur les brouillages des clivages, on a besoin de comprendre. On a le député des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, qui dit à Valeurs Actuelles, ce qui nous différencie globalement du RN, c'est notre capacité à gouverner. On a le vice-président de votre parti, Guillaume Pelletier, qui tresse des louanges à Robert Ménard. Il me fait très plaisir et c'est un très bon maire. Et vous pourriez travailler avec lui? Dans un grand gouvernement de redressement et d'union nationale, c'est un élu indépendant. Mais j'ai bien compris. D'accord, mais donc il pourrait travailler avec Marine Le Pen. On porte les mêmes convictions. On a le député du Vaucluse, Julien Aubert, qui tend une perche à Éric Zemmour. Mais pourquoi Éric Zemmour ne participerait-il pas à un mécanisme de départage des Républicains? Il a toute sa place. Éric Zemmour, je le rappelle, condamné pour incitation à la haine raciale et accusé par plusieurs femmes de violences sexuelles et sexistes. Est-ce que votre parti prend le virage de la droite extrême, voire de l'extrême droite? Est-ce que vous êtes à l'aise, vous? Est-ce que ça vous convient que votre vice-président dise « je partage les convictions de Robert Ménard » ? La position des Républicains est la même, ça a toujours été celle de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, à savoir aucune alliance avec le Rassemblement national. Nous pouvons parler aux électeurs du Rassemblement national. Il n'y a pas de fatalité à avoir une extrême droite en France qui soit dans certains territoires 30, 40, 50% des votants. Et justement, si on ne leur parle pas, si on ne répond pas à leurs attentes sur les questions de sécurité, sur les questions de services publics, sur les questions de pouvoir d'achat, on risque d'avoir concrètement des régions, des départements, des cantons, des villes qui vont encore plus basculer au Rassemblement national. Donc nous avons l'obligation de leur parler, mais c'est valable pour tous les politiques. Mais comment vous leur parlez sans courir derrière les thèmes du RN? Attendez, parler sécurité, ça ne veut pas dire qu'on court après les thèmes du Rassemblement national. Non, mais dire je partage les convictions de Robert Ménard. Et donc il y a en effet maintenant une limite, à savoir que, je vous l'ai dit, il y a une frontière étanche entre les Républicains d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Et pour nous, il n'y a aucune question d'accord, d'alliance, de quoi que ce soit.
Et là-dessus, on est extrêmement clair. J'aimerais, je conclurai peut-être là-dessus avant de vous renvoyer la balle, mais que cette étanchéité soit la même à gauche. Parce que nous, on est clair sur ça. Nous, on dit aucune alliance avec le Rassemblement national, et on l'a toujours démontré. Pas une fois, vous pouvez dire que la droite n'a pas tenu la digue républicaine. La gauche de Mélenchon, qui s'associe dans ma région avec les écolos et le PS. Donc vous mettez Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur le même plan? Exactement sur le même plan. Et les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon l'ont prouvé. Alors, j'en viens du coup à ce tweet, et après, pardon, Ilias, je t'en parle, ce tweet du polémiste Raphaël Enthoven ce matin, qui écrit « S'il fallait choisir entre les deux, j'irais à 19h59 voter pour Marine Le Pen en me disant, sans trop y croire, plutôt Trump que Chavez. » Vous, dans l'optique d'un second tour, Mélenchon-Le Pen, et ne me dites pas « ça n'arrivera pas, nous serons au deuxième tour », imaginons que Mélenchon-Le Pen au second tour, vous votez quoi? L'un ou l'autre ou blanc? Non, enfin franchement, ça n'arrivera pas. Enfin, je ne suis pas là pour faire la politique fiction. Non, mais la question du front républicain, elle est dans les débats en ce moment. Guillaume Pelletier dit que c'est un imposteur intellectuel. Mais posez-moi la question sur des vrais républicains. Jean-Luc Mélenchon est sorti du champ républicain. Jean-Luc Mélenchon, il y a 15 ans, était dans le camp républicain. Aujourd'hui, c'est pas la question d'être dans un camp républicain. Mais non, parce que il est crédité de vous me parlez de front républicain. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de front républicain avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est sorti, les Insoumis sont sortis du cadre de la République française. Avec les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Avec Jean-Luc Mélenchon qui interdit à la justice, qui fait obstacle physiquement à la justice pour mener une perquisition dans ses locaux. Concrètement, Jean-Luc Mélenchon, et c'est une vraie différence avec Jean-Luc Mélenchon qui prenait la parole en 2002 lors des manifestations suite à l'élection, au premier tour d'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon sort du cadre républicain. Il ne peut pas y avoir de front républicain face à Jean-Luc Mélenchon. Juste pour revenir sur la droite, puisqu'on parle souvent, nous, de la gauche, pour revenir sur la droite, vous dites la frontière est étanche, les digues n'ont jamais sauté, etc. Il y a une alliance, par exemple, régionale entre votre parti et Debout la France, qui est le parti de Nicolas Dupont-Aignan, le parti qui aurait dû gouverner avec Marine Le Pen si elle avait gagné en 2017. Il n'y a eu aucune sanction, aucune désapprobation publique du parti. Il y a eu les propos de Guillaume Pelletier où il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu de réprobation très forte du parti. Comment est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui la frontière est étanche quand ce type d'alliance existe avec l'approbation tacite au moins des Républicains? Non, mais Debout la France n'est pas le Rassemblement national, ça vous a pas échappé. C'est-à-dire que Debout la France est un parti d'extrême droite? Non, pour moi, Debout la France, c'est un parti qui a fait une erreur, en tout cas Nicolas Dupont-Aignan a fait une erreur en estimant qu'il pouvait être le Premier ministre de Marine Le Pen. Alors, moi, je le comprends, enfin, je me mets à sa place en tout cas, je ne comprends pas, mais je me mets à sa place. Il fait 4 ou 5% dans les sondages, c'est-à-dire qu'il n'a aucune chance un jour de gouverner. Et là, on peut lui proposer d'être Premier ministre, c'est-à-dire que c'est une opportunité unique pour lui. Et donc, il a fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt de son propre camp, qui est de la droite. Et Nicolas Dupont-Aignan, c'est une alliance que je n'aurais pas faite au niveau des élections régionales, celle-ci a été faite. Maintenant, il faudra voir quel sera le résultat à l'issue du premier tour. Mais Debout la France n'est clairement pas le Rassemblement national, et on ne peut pas dire que Nicolas Dupont-Aignan égale Marine Le Pen. Je vous le dis, dans ces cas-là, les alliances qui ont pu avoir lieu à gauche avec l'extrême gauche doivent aussi être mises en question. Mais après, on va poursuivre et passer à la tentation macroniste de l'autre côté. Mais juste pour comprendre, Guillaume Pelletier, est-ce que vous condamnez ces propos? Guillaume Pelletier dit beaucoup de choses très intéressantes, très intelligentes. Celle-ci l'était beaucoup moins. Je pense qu'il y a eu une explication en réunion de groupe. Pas que je pense, j'y étais. Donc il y a eu une explication en réunion de groupe il y a quelques jours. Pas de prise d'opposition officielle et publique du parti. On lave le linge sale en famille dans les Républicains, chez les Républicains, et donc les choses ont été dites. Et il n'est pas sorti du cadre républicain, lui. Attendez, il y a une différence entre les paroles et les actes. Voilà. Et que juger sur les paroles, c'est très bien, mais en réalité, c'est qu'on ne doit juger que sur les actes. Et que, je vous le répète, il n'y a aucune alliance, jamais, nulle part, entre les Républicains et le Rassemblement national. Et que, j'ai envie de dire, la dernière digue du Front républicain, c'est les Républicains. Parce qu'à gauche, je vous l'ai dit, ils s'associent sans aucun problème avec la France insoumise. Et Emmanuel Macron, au centre du jeu politique, lui fait monter à dessein le Rassemblement national pour l'avoir contre lui. Alors, tapez pas trop sur Macron, parce qu'aux Républicains, il l'aime bien, Macron, il y est. Ouais, juste une toute petite remarque sur on lave le linge sale en famille. Quand il y a eu l'accord avec Renaud Muselier, on va en parler en PACA, il y a eu un communiqué une demi-heure, une heure après du parti. Ça n'a pas été le cas du tout sur la seule différence, c'est que c'est pas nous qui avons annoncé l'accord. C'est le Premier ministre Jean Castex qui a annoncé quelqu'un en dehors du parti. Donc l'enjeu n'était pas le même. Justement. Allons-y. Nous, on va souvent en reportage à la rencontre un peu
des électeurs et notamment des vôtres. On est allé dans 2 régions différentes la semaine dernière. Ma collègue Lucie Delaporte est allée dans le sud, dans la région Provençale-Côte d'Azur, et elle rencontre des électeurs LR, des sympathisants LR qui disent « Moi, je crois que je voterai Thierry Mariani parce que ce n'est vraiment pas correct, ce qu'a fait Muselier, et qui explique que s'allier avec En Marche, justement, c'était une fin de non-recevoir et on va voter RN. » Moi, j'étais en Vendée, dans un territoire pourtant historiquement très à droite, et j'ai rencontré des électeurs LR, plusieurs, majoritaires, parmi ceux que j'ai rencontrés, qui me disent « C'est quand même vrai que la Vendée bascule tranquillement vers le macronisme ». Comment vous expliquez ce grand écart et qu'est-ce qui reste finalement aujourd'hui des Républicains? Qu'est-ce qui reste comme dénominateur commun? Qu'est-ce qui reste des Républicains? C'est le plus grand parti politique français avec le plus de militants. C'est le parti qui est majoritaire au Sénat, le parti qui est majoritaire dans les régions, les départements, dans la plupart des communes de France, premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc n'allez pas dire que nous sommes un parti en miettes qui n'existe pas, c'est totalement faux. Nous sommes le premier parti aujourd'hui politique de France et nous le prouverons encore les 20 et le 27 juin. La réalité, c'est qu'il y a différentes régions, différentes aspirations, et on sait très bien que chaque région réagit différemment à des thèmes qui ne sont pas les mêmes entre les Hauts-de-France, la Bretagne. Il y a des régions historiquement de gauche, des régions historiquement de droite. Moi, si vous voulez mon avis personnel, c'est que sur l'accord entre Renaud Muselier et La République En Marche, c'est une erreur fondamentale. Et que l'avenir des Républicains, c'est d'être très clair sur leurs convictions, très clair sur leurs propositions, très clair sur leurs alliances, plutôt sur leurs non-alliances, savoir que nous devons toujours être candidats sous nos couleurs, sans accord ni avec La République En Marche, et encore moins que le Rassemblement national. Ça va être quoi le récit de la droite, de votre droite en 2022 ? Déjà, le récit sera écrit par une personne dont on n'a pas encore l'identité, puisque nous devons désigner d'ici les prochaines semaines notre candidat à l'élection présidentielle. Moi, je souhaite que ce soit Xavier Bertrand qui soit ce candidat s'il remporte, comme il l'a dit et comme les sondages le prédisent, l'élection dans ma région des Hauts-de-France. Et on créera donc Alors cette histoire justement, avec... Xavier Bertrand, on a du mal à voir les différences avec Emmanuel Macron. Je vous donne un exemple. Sur la sécurité et les places de prison, ce que dit Xavier Bertrand et ce que fait Emmanuel Macron via son Premier ministre Jean Castex, c'est exactement la même chose. Juste cet extrait. En fait, je vous le dis, après Éric Dupond-Moretti, ce sont même 18 000 places qui seront construites. Il n'y a pas assez de places de prison dans notre pays. Donc ce que je propose, c'est qu'il y ait 20 000 places de prison supplémentaires. Ça, c'est un exemple. Il y en a plein. Sur l'économie, Bruno Le Maire qui dit Xavier Bertrand ferait un très bon ministre de l'économie d'Emmanuel Macron. Sur l'islamo-gauchisme, sur les mots. Finalement, pourquoi un électeur de droite voterait Xavier Bertrand et pas Emmanuel Macron qui partage en fait vos constats, vos solutions et vos mots dans tout un tas de domaines? Pour une raison qui est très différente, c'est que Xavier Bertrand, c'est un faiseux et Emmanuel Macron, c'est un diseux. Là, votre plan prison que vous présentez, c'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce qu'il pose les premières pierres en 2021 après avoir eu sous Madame Taubira, sous Madame Belloubet? Il y a un lien entre les deux. Ils ont fait la même politique pénale. Madame Belloubet est celle qui a refusé de construire des nouvelles places de prison. Et là, ça relance à l'approche des élections. Personne n'est dupe. Xavier Bertrand, je vous l'ai dit, s'il a un taux d'approbation de 70% dans sa région, c'est parce qu'il fait les choses. Et que Emmanuel Macron, il parle, il fait que parler. Il a passé 4 ans et demi à parler, sans jamais agir concrètement. Est-ce que la sécurité des Français s'est améliorée? Non. Aujourd'hui, pour reparler des prisons, on a plus de 50% des personnes qui sont condamnées à de la prison ferme qui ne sont pas derrière les barreaux, qui sont chez elles, ou alors qui ne purgent pas leur peine. Donc, à un moment donné, la vraie différence se situe non pas dans les paroles, mais dans les actes. Oui, mais c'est pas une critique. Je vous donne un constat. Je vous fais un constat. Mais ça prouve aussi une chose, c'est-à-dire que personne n'est au-dessus des lois et que personne n'a le droit d'être en dessous des lois. Mais la réalité, c'est que M. Balkany a été sous bracelet, renvoyé à domicile parce qu'il a des problèmes de santé extrêmement graves. Il a été hospitalisé. Alors, à moins que vous me dites que la France ne respecte pas... Alors, à moins que vous me dites que la France décide de ne pas respecter la Convention européenne des droits de l'homme et parce que c'est M. Balkany, on envoie quelqu'un qui est malade en prison, dans ces cas-là... Il doit y avoir des personnes malades en prison, je pense. Oui, mais leur place, dans ce cas-là, ne sont pas en prison. Alors, dernière question d'actualité. Le projet de loi bioéthique est à l'Assemblée. Vous êtes contre. Vous avez signé plusieurs amendements au fil de ces discussions. En gros, la PMA, pour vous, c'est pour un couple formé d'un homme et d'une femme. C'est quoi le problème avec le fait d'avoir des enfants quand on a un couple homosexuel? Moi, je n'ai pas fondamentalement de problème avec le fait que deux femmes mariées ou en couple depuis très longtemps puissent avoir des enfants entre elles. J'ai plus de mal avec... certaines choses, par exemple le remboursement de la PMA pour les couples de femmes, parce que pour moi la sécurité sociale doit rembourser des actes médicaux qui ne sont pas de la volonté, ou du moins qui sont quelque chose qui ne sont pas attendus
par la personne qui subit les désagréments de la vie. Donc on dérembourse la PMA pour un couple hétérosexuel ? Non, parce qu'un couple homosexuel, c'est une maladie d'être infertile. C'est-à-dire qu'un couple homosexuel, un couple hétérosexuel qui est en âge de procréer, d'avoir des enfants, où le monsieur ou la dame est d'une façon ou d'une autre stérile, c'est un problème médical. Et vous voyez bien qu'on crée une différence de traitement quand même. Non, la différence de traitement, pour moi, au contraire, c'est le fait que un couple de femmes se retrouve dans une situation de ne pas procréer, c'est pas une maladie. Le fait qu'elles puissent pas procréer, c'est naturel qu'un couple de femmes ne puisse pas procréer. Donc qu'elles puissent avoir des enfants et qu'elles puissent accéder à la PMA, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais vous êtes quand même opposé. Mais parce que l'ensemble, des amendements contre ça. Mais parce que l'ensemble, au-delà du remboursement. Mais parce que c'est un ensemble, un texte. L'ensemble du texte. Vous pourriez voter pour, mais dire moi je me bats pour le déremboursement. Parce que l'article qui était présenté était l'article global, et donc du coup on est obligé de prendre position sur tel article, et sachant qu'en plus derrière il y avait l'objectif de rembourser la PMA pour les couples de femmes. Du coup, on est obligé de voter contre, parce que c'est compris dans l'article et dans la suite logique des événements. L'article 1 ne parle pas du remboursement. L'article 1 parle mais on sait très bien que les deux sont liés, et que donc à partir du moment où moi j'estime qu'il y a ce problème sur le remboursement, premièrement, deuxièmement, une question qui se pose extrêmement sensible sur la question ensuite de l'égalité des droits. Vous étiez sur le chemin de l'égalité des droits, à savoir de dire vous faites une différence de traitement entre un couple hétérosexuel qui ne peut pas avoir d'enfants et un couple homosexuel femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Dans ce cas-là, si on suit votre raisonnement, il faudra demain ouvrir aux couples homosexuels hommes la possibilité d'avoir également des enfants, et donc la seule solution dans ces cas-là, au-delà de l'adoption qui est déjà possible, c'est la GPA. Et aujourd'hui, on voit très bien que dans ces réformes, qui sont des réformes sociétales extrêmement importantes, de discussion, etc., de temps passé en discussion, on a un effet cliquet qui fait que c'est toujours vers plus de droits et jamais à un moment donné où on se pose. En l'occurrence, on n'a pas d'effet cliqué puisque la PMA, ça fait quand même des années qu'elle est débattue et qu'elle n'aboutit pas. Ce que je veux dire, c'est que ça va toujours dans un sens d'ouverture de plus de droits, etc. Et donc, on sait tous très bien que demain, le débat ne sera jamais sur est-ce qu'on doit revenir sur la PMA pour les couples de femmes, ce sera toujours est-ce qu'on doit ouvrir la GPA pour les couples d'hommes. Moi, je suis résolument opposé à la GPA, parce que je pense que c'est dévaloriser la femme et c'est créer un biais qui fait que seuls les couples riches pourront se permettre d'avoir des enfants. Et il y a aussi des phénomènes aujourd'hui d'adoption, avec beaucoup d'enfants qui restent orphelins et qui peuvent attendre alors pour le coup, qui sont très rarement confiés à des couples homosexuels d'hommes. Dans ce cas-là, travaillons sur cela. Et pourtant, c'est possible. Dans ces cas, travaillons sur les procédures d'adoption. Merci Pierre-Henri Dumont d'être passé dans À l'air libre. Merci à Ilyes, merci à tous les deux. On parle maintenant d'Égypte avec Mathieu Magnodex et Ariane Lavrieux. Installez-vous tous les deux, Mathieu Magnodex de la rédaction, Ariane Lavrieux, tu es notre journaliste en Égypte et tu es de passage à Paris. On est ravis de t'accueillir sur ce plateau, d'habitude c'est à distance. On va parler de la répression qui continue en Égypte contre les opposants politiques du président Al-Sisi. Des dizaines de milliers de prisonniers d'opinion seraient en prison selon les ONG et pour l'un d'entre eux, Rami Chahat, la mobilisation prend de l'ampleur en France, Mathieu. Oui, Valentine, Rami Chahat, il a 49 ans. Il est une des figures du mouvement de la place Tahrir en Égypte en 2011, un militant politique des droits humains, également très engagé sur la question palestinienne. Il a été arrêté le 5 juillet 2019 au Caire et depuis il est en prison. Et demain, 9 juin, pourrait être confirmé par les autorités égyptiennes son placement sur une liste, je cite, des entités et individus terroristes. Depuis des mois, une mobilisation internationale s'active pour sa libération, soutenue par exemple par le chanteur Peter Gabriel. Hi, this is Peter Gabriel in London, and I'm here to speak out for Rami Chahat. He's been detained for almost a year now, and without proper trial, without due legal process, along with probably thousands of other prisoners of conscience in Egypt. Mais aussi par d'autres personnalités comme l'intellectuel états-unien Noam Chomsky. Write to the Egyptian embassy in your own country to ask for release of Rami and all of the prisoners of conscience detained in Egypt. Free Rami Chahat. Mais le cœur de la mobilisation, eh bien, il est en France, puisque son épouse Céline Lebrun-Chahat est française. Avec Youmni Kezouf, on est allé la rencontrer hier dans son pavillon de la banlieue parisienne. Céline était avec lui ce jour-là au Caire, il y a 2 ans, quand la police a arrêté son mari. Une arrestation sans mandat dont elle se rappelle toute la violence. Assez de force si je n'obtempérais pas. Lorsque j'ai demandé à pouvoir appeler mon consulat parce que
des hommes armés cagoulés se trouvaient dans mon appartement sans avoir présenté de mandat ni expliqué les raisons de leur visite. Et qu'en plus on voulait saisir mes affaires, donc mon ordinateur, mon téléphone portable, etc. Lorsque j'ai demandé à appeler mon consulat, on m'a répondu « tu as 10 minutes pour faire une valise puisque tu vas appeler ton consulat et si tu refuses, eh bien on te prend tel que tu es et on t'emmène à l'aéroport ». La vie que j'avais construite pendant près de 8 ans a été balayée en l'espace de 30 minutes. Céline, qui vivait en Égypte depuis des années, a été expulsée. Depuis, Rami est en détention préventive sans qu'aucun procès n'ait eu lieu. Donc, mon mari est détenu aujourd'hui à la prison de Tora, dans une cellule de 25 mètres carrés avec à peu près 10 autres co-détenus. Ils dorment sur le sol, dans des conditions d'hygiène assez déplorables. Pendant presque 1 an avec des punaises de lit dans la cellule. Bien sûr, ils n'ont aussi aucune intimité. Dans cet espace confiné, ils se partagent une douche qui fait aussi office de toilette, puisqu'il y a un trou au milieu. Ça fait un peu plus d'1 an que tous les produits détergents ont été interdits, en plein milieu d'une pandémie. Les nouvelles sont rares et les lettres de Rami sont parfois très visiblement censurées. Voilà, ils ont commencé à être plus regardants et à lui dire voilà, là il y a certaines choses que tu as écrites qui ne nous conviennent pas, il faut les effacer. Et mon époux refusait de censurer ces lettres. Et donc je suis restée pendant plus d'1 mois sans lettres. Et puis après, les lettres ont commencé à me reparvenir, mais avec des ratures dessus. En fait, on a découvert que donc les autorités pénitentiaires censurent elles-mêmes du coup les lettres. D'après le sens des mots et de la lettre, quel genre d'information est censuré d'après ce qu'on peut deviner ? Là, c'est clairement où il commence à parler de sa santé. Donc il dit voilà, je vais bien, et puis après, on ne sait pas ce qu'il écrit. Alors Céline a réussi à retourner une fois en Égypte pour voir son mari. C'était en février dernier. 3 courtes visites dans la prison de Tora, un complexe de haute sécurité où sont détenus de nombreux prisonniers politiques. Et elle dément totalement, évidemment, les accusations de terrorisme dont son mari fait l'objet. Personne n'est dupe de ces accusations mensongères. Comme voilà, aujourd'hui, la lutte antiterroriste est utilisée par les autorités égyptiennes pour viser toute forme d'opposition pacifique légitime. Ni mon époux, ni ses avocats, ni nous, la famille, n'avons eu accès au dossier d'investigation de la sécurité d'État, sur la base duquel mon époux est censé être détenu. Or, par ailleurs, ce dossier d'investigation a été jugé irrecevable par la Cour, la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle égyptienne en 2015. Donc pourquoi est-ce que mon mari est aujourd'hui en prison ? Malheureusement, la seule raison, c'est son militantisme politique. Alors Céline, on a entendu, n'a qu'un objectif, faire libérer Rami, son mari. Et pour cela, elle veut faire monter la pression. Des parlementaires européens ont signé une pétition. Et puis, il y a aussi des parlementaires français dans une lettre ouverte au président égyptien, publiée d'ailleurs sur Mediapart. Plus de 180 élus français, la plupart de gauche, mais aussi certains de la majorité, appellent aussi à sa libération. Alors le sort de Rami Chat, il est évoqué depuis des mois en fait entre l'Égypte et la France. Ce fut notamment le cas en décembre 2020. Tu t'en souviens, Valentine, très bien, lorsque le président égyptien Al-Sisi est venu en grande pompe à Paris, une visite d'État, visite célébrée comme il se doit par la télévision officielle égyptienne. Un accueil en fanfare dans la cour de l'Élysée pour une soirée de gala au cours de laquelle Al-Sisi a été décoré de l'ordre de Grand Croix de la Légion d'honneur, un honneur. Le cas Rami Chat, alors évoqué par le président français lors d'une conférence de presse avec Al-Sisi. Sur des listes de noms et nous continuons de pousser ce qui, je crois, est la manière la plus efficace à des libérations et à suivre avec bienveillance certains cas. J'ai évoqué celui de Rami Chat, qui est un cas que nous suivons aussi de manière très vigilante avec plusieurs autres. Avec cette précision de taille. Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords. D'abord parce que je crois à la souveraineté des peuples et au respect de nos intérêts légitimes et réciproques. Ensuite parce que je pense qu'il est plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant qu'une politique de boycott qui viendrait réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale.
Un dialogue exigeant donc, mais surtout des milliards de contrats. Il y a quelques semaines, le site Disclose a révélé la signature d'un contrat, la vente à l'Égypte de 30 nouveaux avions Rafale. Une annonce que Céline a reçue comme une gifle. Il y a beaucoup de colère, bien sûr. Beaucoup de colère de savoir que justement la dernière image que ma maman aura vue avant de nous quitter il y a un peu plus d'un mois, c'est cette vente de Rafale. Et non pas Rami libre, qu'elle n'aura pas pu le serrer dans ses bras une dernière fois. Et ça me déçoit énormément quand la France entend représenter une force en matière de promotion et de défense des droits humains et des défenseurs des droits humains, comme ça a été la ligne politique annoncée par Emmanuel Macron et le ministère des Affaires étrangères. Or, aujourd'hui, comment défendre les droits humains et leurs défenseurs si on n'est pas prêt à mettre quoi que ce soit dans la balance? Et pour Céline, la France, c'est clair, doit conditionner ce contrat Rafale à la libération de Rami et des autres prisonniers. Ça doit être mis en avant davantage pour obtenir de ses alliés des progrès. C'est-à-dire conditionner la possibilité de la vente de ces Rafales à la libération de ces prisonniers. Oui, je le pense. Je pense que tout partenariat doit être basé sur des valeurs communes, comme la liberté et la justice. La France peut et doit faire beaucoup mieux. Alors Valentine, ces contorsions de la France, c'est le moins qu'on puisse dire, elles n'étonnent pas du tout. Katia Roux, elle est chargée de plaidoyer à Amnesty International France, ONG qui a lancé une pétition pour la libération de Rami Chat, signée à ce jour par 50 000 personnes. La France, en faisant le choix de la diplomatie silencieuse, ne souhaite pas mettre à mal ses intérêts économiques et stratégiques en Égypte et son partenariat privilégié avec l'Égypte. Or, on sait qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une dénonciation forte, publique, assumée de la situation. Aujourd'hui, le partenariat stratégique de la France met au cœur les enjeux économiques et stratégiques. Les enjeux droits humains sont passés au deuxième plan et c'est absolument pas acceptable. Il faut que la France puisse dire très clairement aux autorités égyptiennes que le niveau de coopération ne peut pas être maintenu dans ce contexte de mépris total du droit international. La France qui, au nom de la lutte contre le terrorisme, finit par accepter une répression qu'elle prétend condamner. Ce qui est mis en avant très souvent par la France, c'est l'argument de la lutte contre le terrorisme. C'est ce qui est souvent rappelé dans le cadre de ce partenariat. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la définition même du terrorisme est étendue en Égypte à toute voie dissidente, pacifique, réelle ou supposée. Donc effectivement, cet argument qui vient justifier ce partenariat, qui vient justifier le soutien de la France inconditionnel à l'Égypte, ne tient pas. Et si ceux, justement, qui emprisonnent ces personnes se voient récompensés, eh bien, le message qui est envoyé est extrêmement glaçant et les conséquences sur ce qui reste, en fait, du mouvement pour les droits humains dans le pays vont être dévastatrices. Donc, effectivement, il y a une vraie contradiction là et la France devrait utiliser, justement, ses relations avec l'Égypte pour peser de tout son poids pour la libération de Rami et des autres. Alors une dernière chose, la mobilisation évidemment pour Rami Chat se poursuit. On peut signer d'ailleurs sur le site d'Amnesty International une pétition pour sa libération, vous la voyez s'afficher. Il y a aussi une semaine de solidarité prévue du 17 au 23 juin. Le 23 juin, c'est les 50 ans de Rami Chat, avec des mobilisations devant les ambassades d'Égypte à Washington, Madrid, Bruxelles et Paris. Ces 50 ans, Rami Chat les passera vraisemblablement loin de sa famille. Merci Mathieu. Ariane, tu suis ces questions de près. Est-ce que la France fait tout pour le faire libérer ? Son cas est évoqué en privé, en public, régulièrement par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui se rend régulièrement en Égypte, par Emmanuel Macron aussi. D'ailleurs, de plus en plus, au départ, ils étaient assez opposés à le faire publiquement. Mais on reste vraiment au niveau... Ça, c'est bon signe qu'ils le fassent publiquement. Voilà, il y a une évolution en tout cas dans la pression qui est menée. En revanche, on reste au niveau du discours, de la requête polie. Un des moyens de pression possibles qui est évoqué par Céline Lebrun et par des ONG et qui est utilisé aussi parfois par les États-Unis, c'est de suspendre les contrats d'armement, les ventes d'armement, tant qu'il n'y a pas de libération. Mais ça, c'est une ligne rouge pour la France. Emmanuel Macron l'a dit en décembre dernier. Et un diplomate me disait, c'est impossible. On ne conditionnera jamais un dossier des droits de l'homme, aussi terrible soit-il, à des intérêts économiques, des gros contrats économiques. Ce que dit Katia Roux, Ariane, c'est que donc, la France soutient l'Égypte au nom de la lutte antiterroriste. Et c'est cette lutte contre le terrorisme qui est systématiquement invoquée contre les opposants. Oui, et je pense que la diplomatie française, elle est consciente de ce paradoxe, puisqu'il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, en mars dernier, à l'ONU, elle a dénoncé elle-même la manipulation qui est faite par l'Égypte des lois antiterroristes pour réprimer les voix dissidentes. Et ça, c'était une des premières aussi depuis plusieurs années, depuis 2014. Mais voilà, il y a cette directive du chef de l'État et c'est compliqué de passer outre.
Ce qu'il faut voir avec cette pommade de la lutte antiterroriste, en fait, c'est presque une formule magique qui permet à la fois à l'intérieur de réprimer tout le monde. Par exemple, vous êtes un médecin, vous critiquez l'État pour la pandémie, la mauvaise gestion de la pandémie, donc vous êtes contre l'État, vous êtes un terroriste. Voilà, ça permet de justifier une grande répression. Purge très large, quoi. Mais aussi sur la scène internationale, personne n'est contre la lutte antiterroriste. Donc ça permet d'obtenir une sorte de blanc-seing et de fermer toutes les critiques. Parce que des Ramichat, il y en a beaucoup en Égypte avec un appareil de répression très sophistiqué. Tu parles de médecins, c'est très large. Il y a beaucoup de gens en prison. Oui, c'est vrai que son histoire, malheureusement, est d'une grande banalité. Il y a une ONG qui a recensé au moins 100 personnalités qui sont à peu près dans le même cas qu'Aramichat, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais qui sont accusés d'actes terroristes. On a des libraires, une traductrice de la bibliothèque d'Alexandrie, des jeunes journalistes qui allaient couvrir des manifestations, des avocates féministes. Voilà, tout ce monde-là est en prison, est accusé de mettre en danger la sécurité nationale. Et ce qui est vraiment important dans le cas de l'Égypte, c'est pas une dérive. C'est pas un dérapage d'un État ou d'un dictateur qui serait devenu un petit peu fou et qui voudrait, qui aurait emprisonné un peu au hasard. Non, c'est un système organisé à une oppression permanente avec une justice et une police parallèle, une administration qui s'est mise en place, qui s'appelle la sécurité d'État et qui a routinisé l'arbitraire. Donc les détentions arbitraires sont devenues la règle pour les prisonniers d'opinion. Les disparitions forcées sont devenues un mode d'arrestation. Donc en gros, on vous kidnappe, on vous détient dans un lieu secret et on ne dit pas où vous êtes pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, il n'y a plus de ligne rouge. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est attendu dimanche au Caire, juste après l'annonce des rafales, le business, quoi qu'il arrive. Oui, il y a des contrats civils, des projets de l'Agence française de développement qui seront probablement en discussion. Pour le président Sisi, c'est important aussi de voir le ministre de l'économie parce qu'il a un rôle important dans les contrats d'armement. Il faut savoir que l'Égypte n'achète pas cash comme ça 30 rafales. C'est beaucoup d'argent. Et donc, en fait, elle l'achète à crédit. Elle l'emprunte aux banques françaises. Et qui garantit ce prêt? C'est l'État français. Oui, c'est ça qui est complètement fou dans cette histoire de rafales. Voilà. On leur vend des avions, la banque française prête de l'argent et c'est l'État français qui garantit le prêt. Et c'est garanti à 85% cette année, enfin pour le nouveau contrat Rafale. Le précédent contrat Rafale, pour les 24 premiers Rafales, c'était garanti à 60%. Donc déjà, il y a un engagement encore plus fort de l'État français cette année. Et donc tu suivras cette visite pour Mediapart et on reparlera sans doute de ces sujets dans À l'air libre. Merci à tous les deux, merci à vous de nous suivre. À l'air libre, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Bonne soirée.